Abdi, à toi la parole. Merci. Donc, ce matin, le dernier chiffre qu'on m'a donné, c'est celui de 650 participants pour notre beau congrès. Donc 70 exposants, 7 conférences, 15 ateliers, dont je vais essayer rapidement de faire la restitution. J'ai 10 minutes. Donc, quelques constats très généraux qui ont été portés. Une baisse en cours et programmée de la démographie scolaire qui nous impacte. 9 enfants de cadre sur 10 sont en seconde générale, lorsque 5 enfants d'ouvriers sur 10 sont en seconde générale, avec une entrée de plus en plus tardive sur le marché du travail en France, ce qui est un petit peu différent dans d'autres pays. Alors, 3 grands axes de restitution. Tout d'abord, l'orientation en tant que processus. C'est un équilibre, c'est un compromis. Ce n'est pas un choix idéal, c'est un choix éclairé, c'est un processus contraint qui mobilise des compétences à s'orienter, qui est contraint ou éclairé par une réalité économique sur un territoire où l'on parle métier, où l'on parle emploi, contraint par des mécanismes psychosociaux, les stéréotypes, l'autocensure, éclairé par un accompagnement à la définition du projet, bienveillant, qui cherche l'équilibre entre le rêve et la réalité. Et donc, premier enjeu, premier chantier, premier défi, agir mieux. Alors, agir mieux, donc, compétences, donc on a parlé des compétences à s'orienter. Une distinction a été faite pendant la conférence entre développer des compétences à s'orienter qui nécessitent une séquence d'apprentissage opposée à accompagner au projet d'orientation. Ce n'est pas la même chose. Maîtriser les flux d'informations. 90% des jeunes s'informent sur Internet. Il est nécessaire d'outiller les professionnels de l'orientation pour accompagner au traitement d'une information foisonnante et multicanale. Il faut dépasser le premier niveau d'information. Il faut former à accompagner. Le travail doit être fait en collaboration et il faut former tout le monde aux réseaux sociaux et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si on se réfère à 2 ateliers qui ont travaillé sur le projet entre injonction à choisir, droit à rêver et nourrir le rêve sans cultiver les désillusions, là aussi, donc, la nécessité de coopérer, de mutualiser, développer une meilleure connaissance des dispositifs. Il y a la question de l'orientation qui a été posée dans un de ces ateliers comme une discipline, mais dans une autre conférence, il a été évoqué le fait qu'il était nécessaire de décloisonner les enseignements. Il a même été dit que l'orientation n'est pas un cours. Il est nécessaire d'adopter une progressivité par rapport au niveau des élèves, de créer un lieu dédié à l'information métier dans chaque établissement, et de sortir les élèves des établissements, de développer les interventions des professionnels. Il a été même évoqué des MOF, des meilleurs ouvriers de France, donc des professionnels, des ambassadeurs, et développer davantage d'actions à une échelle encore plus grande, avec une citation « Il faut limiter les peurs qui empêchent d'avancer ». Conférence par les métiers ou emploi. 70% des jeunes disent qu'ils ont été mal orientés. Donc, première recommandation, il faut arrêter, en tant que parent, en tant qu'accompagnant, il faut arrêter de demander aux jeunes « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il faut être clair sur l'objectif de l'intervention en classe d'une entreprise. C'est quoi l'objectif qu'elle poursuit? Entre inspirer, d'un côté, et influencer, capter de la future main-d'œuvre. Il faut être clair là-dessus. Il faut valoriser l'immersion en entreprise sur Parcoursup. La conférence que nous venons de quitter a fait apparaître plein de choses, mais notamment le fait qu'il faut rendre explicites les stéréotypes, y compris au niveau des enseignants, des conseillers. Ce n'est pas seulement la question de l'autocensure pour les jeunes, pour les enfants. Et il faudrait abandonner l'idée d'une égalité des chances, mais
travailler plutôt sur l'équité des chances. Pour la lutte contre l'autocensure, donc l'exemple qui a été donné sur les filles qui deviennent tout à coup plus bonnes en maths. Donc il faut mieux former les professionnels sur les biais cognitifs, soutenir les filles dans la poursuite d'études scientifiques et faire davantage intervenir le monde associatif et des femmes, notamment. Sur la question de la génération Z, que l'on a cherché à mieux comprendre et à mieux entendre, on l'entend tout à l'heure aussi, donc qui possède des codes spécifiques sur la façon de s'informer et sur le poids accordé aux attributs du travail, qui est peut-être différent de celui de nos générations. Et donc là, c'est les préconisations, encore une fois, développer le aller vers, y compris vers les entreprises, maintenir le soutien à l'alternance et adapter les outils à leur propre intérêt. IA et orientation. La peur que l'IA se substitue à l'humain, et donc la nécessité de développer l'esprit critique, et donc la nécessité de former au développement de l'esprit critique. Donc ça, c'est le premier grand axe. Deuxième grand axe qui va être un peu plus rapide. J'essaye, je suis dans les temps ou ça va ? Ok. Donc l'orientation en tant qu'activité professionnelle, ce continuum qui a différentes cibles, différents enjeux, différents acteurs, différents outils, tout au long de la vie. Donc l'actif n'est pas le jeune, l'actif en reconversion n'est pas le jeune à l'école. Il y a des parents qui sont très fortement impliqués, d'autres que l'on dit invisibles ou inaudibles. Ça dépend du territoire, ça dépend et ça nécessite un certain nombre d'adaptations. Donc, alors bon, j'en ai encore plusieurs pages, hein, mais on ne naît pas parent invisible, on le devient, on a entendu ça. Il faut faire à partir des parents dans leur diversité. Une idée simple qui a été développée, c'est celle d'un contact simple à la rentrée avec chaque parent, et que ce contact soit entretenu, et que ça pouvait être une très bonne façon de visibiliser les parents. Et former les enseignants à l'entretien vis-à-vis de ses parents, que ce sont des techniques particulières qu'il faut qu'un enseignant n'a pas forcément dans sa besace, et que ça peut le servir. Accompagner les salariés et les indépendants tout au long de leur parcours. 8 salariés sur 10 souhaitent évoluer dans les 2 prochaines années. Et donc, maintenir la dynamique collective actuelle entre les acteurs, vulgariser la communication auprès des bénéficiaires et travailler davantage sur des communications nationales, régionales, territoriales, qui, en plus, sont interpartenaires. Être né quelque part, donc là, je change de support, être né quelque part. 23% des jeunes ruraux contre 15% des jeunes citadins envisagent des études courtes en master, en courte, et inversement, 38% des jeunes ruraux versus 48% des jeunes citadins envisagent des études en master. Donc l'effet du lieu, ça a été dit plusieurs fois, l'effet du lieu de résidence sur la projection dans les études et le fait de les poursuivre. Donc il est nécessaire là aussi de démystifier la poursuite d'études, lutter contre l'autocensure, développer l'accessibilité de la formation, développer les internats d'excellence, plus d'accompagnement, plus d'immersion à l'université et développer les campus connectés et les cordées de la réussite. Les pratiques d'orientation inclusive, donc partager les outils permettant d'améliorer l'écoute, mieux se connaître, mieux se rencontrer, mieux se coordonner, développer l'information de tous, valoriser les expériences réussies, s'appuyer sur les tiers de confiance pour sensibiliser au handicap dans les établissements. Et ça, c'est agir pour tous. Tout à l'heure, c'était agir mieux. Là, c'est agir pour tous. Et enfin, le dernier axe, c'est agir ensemble. Beaucoup de choses, là aussi, ont été dites. Territorialiser, ce n'est pas fracturer. Je fais des citations, des verbatims. Territorialiser, ce n'est pas fracturer. Notre action, c'est maintenir le potentiel industriel sur les territoires. L'orientation ne doit pas ressembler à un cours, je l'ai déjà dit. La loi SPRO 2014 est dépassée. Last but not least, dans les citations, la pédagogie n'est pas l'apanage exclusif des pédagogues. Et donc, la concertation nationale dans sa version régionale, donc le plan Avenir a répondu à des attentes, le temps dédié a été placé, la professionnalisation des profs principaux a été mise en place, mais il reste encore des portes ouvertes avec une gouvernance au plus près des territoires, et nous sommes face à un Himalaya de simplification. L'implication des bénéficiaires, donc
les parents, les fédérations, le CRJ, mais l'éditorialisation de l'information, mais attention à son équité. Il y a la question du statut du CIO sur les territoires, et je vais m'arrêter là. Il y avait quelques petites choses intéressantes aussi sur le millefeuille qui n'est pas spécifique à la France, puisqu'on a aussi des strudels, des gâteaux basques et un peu de poutine. Oui, exactement. Voilà. Et je te rends la parole, Gabriel. Non, merci. On peut applaudir Avdi. C'est un travail colossal de synthétiser 2 jours complets. On a des jeunes sur scène. Oui, on a réussi. On a parlé des jeunes et des bénéficiaires tout le long et ils sont enfin sur scène. Merci. Je vous laisse vous présenter déjà de un. Et ensuite, nous voulions avoir vos retours. Donc, qui veut briser la glace? Allez. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie-Pierre et je suis membre du Conseil régional des jeunes. Bonjour, je m'appelle Léa et je suis aussi membre du Conseil régional des jeunes de Nouvelle-Aquitaine. Donc, bonjour à tous également. Je m'appelle Mélissa et je représente le territoire du 33 au Conseil régional. Bonjour à tous, moi c'est André, je suis aussi au CRJ de la Nouvelle-Aquitaine pour les départements 16-17, Cœur et Charente. Excellent, merci. Donc, pourriez-vous... Oui, on peut oui, leur présence est cruciale. La place du CRJ, bien sûr. Donc, à vous la parole. Votre tour, votre ressenti. Tout d'abord, merci à Sopro de nous donner la parole, d'inviter les jeunes, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer, notamment sur l'orientation, alors que c'est quand même un sujet qui nous concerne en premier. Donc, merci beaucoup. Je retiens quand même beaucoup de positifs. Si je devais retenir quelque chose qui m'a marqué, je dirais l'atelier Génération Z qu'on a fait hier. On a confronté les différentes générations. Je trouvais que c'était assez enrichissant parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. On reste souvent entre nous, entre les jeunes, mais c'est bien aussi de confronter les points de vue et c'est ce qu'on a fait hier. Donc c'était vraiment chouette. Sur le côté un petit peu plus critique, si je peux l'aborder maintenant. S'il vous plaît, on n'attend que ça. Je dirais qu'un salon de l'orientation, c'est vraiment chouette, mais un salon de l'orientation qu'avec presque que des professionnels, c'est peut-être un peu trop d'entre-soi, en fait. Il faudrait un peu plus de hors les murs, d'aller vers, on en parlait tout à l'heure. Moi, je ne connaissais pas trop les dispositifs qui existaient concernant l'orientation quand j'étais au lycée il y a 4 ans. Peut-être que maintenant, ça s'est démocratisé un petit peu plus. Mais en fait, j'ai connu tous les dispositifs en entrant au CRJ, donc on n'est pas assez informé. Et c'est bien de mettre en place des dispositifs et de communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que c'est un des moyens maintenant pour les jeunes de s'informer. Mais les réseaux sociaux, c'est avant tout pour se divertir et les jeunes vont pas trop s'informer sur l'orientation. Donc, petit retour, plus aller dans les lycées, dans les collèges, en études supérieures pour informer sur l'orientation. Même si sur les réseaux sociaux, c'est bien aussi, c'est pas une grosse critique non plus. Merci, oui, on peut l'applaudir. L'exercice n'est pas facile. Qui aimerait compléter? Est-ce que vous vouliez compléter? Oui. Alors moi, ce que j'ai aimé à Sopro, c'est tous les ateliers, bien sûr, que même chaque personne... j'ai fait l'atelier ce matin, j'ai aimé que chaque personne ait donné son point de vue, mais que ça rejoint quand même au même niveau. J'ai bien aimé aussi le film hier, que ça permet aux jeunes qui sont en difficulté d'avoir de l'aide par les professionnels, ce qui est quand même important de nos jours. Et là, je voulais faire mon Gabriel, pour te poser une question, Gabriel. Ah oui, c'est vrai. Si tu étais professionnel, qu'est-ce que tu changerais? Mais je suis professionnel. Oui, mais je te pose la question. Wow, donc qu'est-ce que je changerais? D'accord, ce sera mon mot de la fin, promis. Parce que j'ai promis à Sopro que j'allais pas être conférencier, que j'allais être animateur. Donc, en mot de la fin, avant de céder la parole à M. Nembrini, promis, je te réponds. Voilà. Ça te va? Oui. Qui voulait... mais très bonne technique d'animation, bravo. Tu es allé à la bonne école, clairement. Voilà.
Vas-y. Donc, je vais poursuivre. Je vais rejoindre un peu ce qu'elle a dit. Moi, je viens d'un milieu assez rural, enfin, voire totalement rural. Et c'est vrai que déjà, je tenais à vous remercier parce que vous êtes là. Et vous êtes là pour nous aider, pour vous former à l'orientation encore un peu plus que ce que vous ne l'êtes déjà. Et c'est très bien. Mais moi, si je pouvais vous faire remonter quelque chose, c'est que tout ce que vous avez mis en place, je n'y ai pas eu accès. La seule chose que je connaissais, moi, c'est la psy-EN. Et encore, je n'ai pas eu l'occasion de la voir, parce qu'il y avait plus de 6 mois d'attente. Et le moment où j'y ai eu accès, c'était déjà fini, en fait, la période de réflexion. Et j'ai pris 2 fois rendez-vous, et sur les 2 fois où j'ai pris rendez-vous, une fois, je n'ai pas pu la voir parce qu'elle n'était pas là. Donc voilà, c'est la seule chose que je voulais vous faire remonter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci infiniment. À toi, oui. Du coup, pour terminer sur une pause un peu plus sympa, moi, c'était quelque chose d'assez positif, parce que déjà, ça fait très plaisir de vous voir toutes et tous. Et puis, pareil, pendant l'atelier Génération Z, on a eu l'occasion de parler avec beaucoup d'entre vous. Et il y a une chose qui est remontée, qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait que vous nous ayez dit on a confiance en vous et vous êtes inspirants. Et je pense que on n'est pas beaucoup d'entre nous, on n'a pas conscience en fait de ce qu'on porte aussi l'avenir, et que ce qu'on fait, ça a une importance pour plus tard. Et c'était vraiment, en tout cas moi, ça m'a personnellement beaucoup touchée qu'on me dise droit dans les yeux que ce que je fais a de l'importance et ce que je vais faire plus tard, ça aura aussi de l'importance. Et vous êtes aussi inspirants pour nous, et ça m'a fait plaisir de l'entendre. Donc merci beaucoup. Oui, on peut les applaudir fort. Bravo. Bravo, exactement, voilà. On donne du verre aux jeunes. Oui, bravo. Avant de céder la parole à l'international, au Québec, je vais répondre à ta question. Je vais me permettre, Christophe, j'ai le droit? Ça va durer 30 secondes. Donc, si j'étais professionnel de l'orientation, ce que je suis, je donnerais davantage la voix aux jeunes. Je passe ma vie à faire ça, donc vous auriez la voix partout. Vous auriez été sur chaque panel, sur chaque conférence, il y aurait eu un jeune pour porter la voix des jeunes. Vous auriez été dans chaque atelier, vous auriez aidé à bâtir le programme de Sopro, et vous auriez remis en question les idées des adultes, parce qu'on n'a pas toujours raison. Nous avons plus tort que raison parfois. Et en effet, votre voix n'est pas assez entendue. Et donc, dans mon travail chez Fusion Jeunesse, c'est ce que nous faisons, c'est redonner la voix aux jeunes dans tous les projets de société. Et je le fais grâce à la région Nouvelle-Aquitaine, que je tiens à remercier. Mais c'est ce que je ferai. Voilà. Merci. Merci. Ouais. Diane de Courcy, on a eu la chance d'avoir donc l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Québec. À vous la parole. Bon, alors... Il est déjà allumé, oui. Alors, voilà. Vous me direz si je parle pas correctement, là. Bon, voilà. Sur le menton. D'accord. Alors, d'abord, mes premiers remerciements seront bien sûr à vous tous qui avez participé à ce colloque de la Sopro, parce que vous prenez un engagement, vous venez vous perfectionner, un peu comme vous l'avez dit tantôt. Vous êtes là pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ils ne sont pas contents, ils vous attendent à la sortie. Vous allez comprendre, ce sont les jeunes. D'accord. Bon. Mais je persiste et je signe. Je suis contente que vous soyez tous là pour eux. C'est important pour nous tous. Et au nom de la délégation à qui j'ai pu parler avant de parler en leur nom, nous avons un certain nombre de choses que nous avons constatées. Alors, si vous permettez, je vais en parler. Mais d'abord, je m'adresserai à vous de la région pour vous dire que nous sommes unanimes. C'est rare, internationalement parlant, par les temps qui courent. Alors, nous sommes unanimes pour vous dire que nous trouvons le projet de la région, les intentions de la région, les actions de la région constituent un projet généreux, respectueux des jeunes et respectueux des territoires et des milieux et des professionnels que vous êtes.
Alors, nous sommes ravis de constater ça et nous allons porter le message qu'en France, il se produit cela. À telle enseigne qu'en discutant avec eux, nous pensons que vous pouvez aller un petit peu plus loin avec nous. Avec nous. On croit que vous pourriez, avec notre aide, à nous, constituer une communauté d'intérêt internationale qui nous permettra de suivre vos travaux et qui nous permettra de les enrichir et de recevoir aussi dans le cadre de cette communauté d'intérêt. Alors, c'est la première chose donc, que j'avais à vous dire entre leurs noms à tous et toutes. Autre chose qui nous a frappés, c'est ce matin, nous avons compris qu'il y a peu de choses. Il y a encore des choses que nous ne comprenons pas, mais il y en a quelques-unes que nous avons comprises, dont celle que vous avez un référentiel pour 8 compétences autour de l'orientation. D'accord. Alors, ce référentiel, nous avons beaucoup aimé ce que le chercheur en a dit. Il a dit, ce n'est pas tant le référentiel qui est important, c'est le savoir-faire que ces références-là nous permettent d'actualiser. Alors ça nous a beaucoup, ça fait résonner beaucoup de choses chez nous, et plus particulièrement chez moi, à savoir, ça correspond pour moi, et ce que vous connaissez très certainement, aux travaux de Mérieux, qui est un de vos pédagogues, qui a fait le métier d'élève. Il a mis en place, et au Québec, ça a été copié, autour du métier d'élève, et à Fusion Jeunesse encore plus. Le métier d'élève, c'est exactement ça. C'est développer des compétences pour savoir s'organiser, savoir trier, savoir collaborer. Ce sont des compétences du futur, mais en fait, c'est des compétences du présent. Allez plus loin avec nous. On va tous au Québec. C'est bien, Sopro? Ah ben oui, à bras ouverts, hein? À bras ouverts. Alors, ceci nous a frappés à cause du caractère dépouillé de l'intervention qui disait « laissons faire toutes les théories, etc. Agissons, agissons. Nous savons faire, mais il faut le faire. » Alors, dans ce contexte-là, on est beaucoup, beaucoup avec vous. Nous avons été finalement tous très sensibles à la question de la territorialité. Vous venez d'un milieu rural, il y a des milieux semi-ruraux, urbains, semi-urbains, mais somme toute, nous devons tous travailler un jour. Alors, nous devons tous être capables de trouver une place dans cette société-là, et cette société-là, c'est vous qui la formerez plus tard. Et nous, dans certains cas, on a un devoir, on a une obligation là, d'agir, et surtout une obligation de résultat, mais pas seul. Pas seul. Le thème de la collaboration, finalement, nous a tous beaucoup touchés. Vous me permettrez d'être un peu chauvine, ça arrive au Québec. Je voudrais remercier particulièrement... Jamais ici. Jamais ici, OK, d'accord. Alors, je voudrais remercier particulièrement Gabriel Brand-Lopez. Je sais que vous l'avez applaudi. Mais Gabriel Brand-Lopez est l'initiateur chez nous, au Québec, d'une initiative qui s'appelle Fusion Jeunesse. Cette initiative-là est tellement innovante. Il y a 15 ans, elle l'était, et encore aujourd'hui, elle est jugée encore innovante. Nous avons touché près de 200 000 jeunes. Nous avons fait beaucoup de choses autour de Fusion Jeunesse. Alors, je tiens à saluer son audace, parfois son mauvais caractère, mais surtout, surtout, l'immense croyance qu'il a envers vous et qui nous contamine tous. Alors, merci, et si vous m'invitez, je reviendrai. Merci beaucoup, Diane. Très apprécié. Pour le mot de la fin, il nous reste... on est dans les temps, quel miracle. Monsieur Nembrini, beaucoup a été dit. À vous la parole. Bien, écoutez, j'ai une question qui me préoccupe. Qu'on ne m'a pas posée, c'est que veux-tu faire plus tard? Sincèrement, je n'en sais rien. Qu'est-ce que je peux faire après ces 2 journées?
Madame la ministre. La communauté d'intérêt. La communauté d'intérêt. Voilà. Je ne veux pas faire de synthèse. Je l'ai déjà dit aux jeunes tout à l'heure, on a eu le plaisir de partager le déjeuner avec eux. Ça serait très prétentieux, vu l'ampleur des problèmes qui nous sont posés, parce que derrière la bonne humeur, derrière vos mots, parce que je sais qu'on peut être enseveli par les compliments, et que parfois, ils cachent évidemment ce qu'il manque pour passer du compliment à s'approcher de la perfection. Et il reste beaucoup à faire. Ce que les jeunes ont dit, je veux que ce soit la conclusion, non pas par démagogie, par jeunisme, parce qu'il y a aussi ce défaut, hein. On met les jeunes sur la tribune, on fait un peu de jeunisme, et on part content. Je veux que leur conclusion, je veux que le témoignage qui a été en substance celui-ci, vous êtes excellent, c'est ce que vous avez dit d'une autre façon. Vous êtes excellent, la région c'est parfait, elle a réuni tout le monde. Mais tout ce que vous représentez, moi, à 2 reprises, je n'ai pas pu y avoir accès. Pour une raison ou pour une autre. Et à midi, ils ont pu dire aussi, je me suis retrouvé seul face à Parcoursup. Et vous savez, vous, les professionnels, alors, nous avons été, moi pas trop parce que je n'ai pas cette mémoire, mais un peu jargonnant, beaucoup de sigles. C'est parce que ce sont des professionnels. Voilà. Non, mais c'est pas pour se cacher, c'est que les professionnels qui se parlent entre eux, ils sont obligés d'aller vite et aller vers les concepts, et avec les sigles qui portent les concepts. Donc je prends un peu leur défense ici, et beaucoup même. Voilà. Mais malgré tout, tous ces trésors d'intelligence que vous représentez, que nous représentons, les organisations, pardonnez-moi, mais c'est la 2e fois dans mes longues années d'expérience, y compris sur ce territoire. Alors je ne parle pas au niveau national. C'est la 2e fois que je vois toutes les compétences de l'État, de la région, des professionnels être réunis pour se parler, en compagnie des chercheurs. Ça, c'est la région qui l'a fait. Bon, tout à l'heure, évidemment, j'avais envie de commencer mon propos par ce qu'a dit Dany Lionel tout à l'heure, hein, passer de la politique nationale à cet engagement régional que nous revendiquons. C'est à propos que je reprends cette expression. Parce que c'est à cette échelle que nous pouvons faire les choses. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'échelle de l'accès à l'enseignement supérieur. Alors, moi je suis très vieux, hein, mais j'ai été directeur général de l'enseignement scolaire dans ce pays. J'ai tenu des discours intelligents mais lointains. Et depuis que je suis ici, je me soigne. Hein. Mais oui, depuis que je suis ici, chaque fois que je parle enseignement supérieur, on me dit « Mais attends, t'as regardé comment on fait ces études quand on habite à Guéret ?» Qu'on n'a pas trop les moyens, y compris de se payer une chambre universitaire, de se payer... Alors, pour aller à Bordeaux, à Limoges, il faut déjà du temps. Mais imaginez à Bordeaux, ou à La Rochelle, ou à Pau, ou à Clermont, puisqu'on dépasse les frontières. Le problème de l'accès à l'enseignement supérieur devient un problème de géographie territoriale, qui pose les problèmes fondamentaux d'accès au logement, d'accès à la mobilité. Et du coup, tous les discours de politique éducative que nous tenons, alors ils risquent de s'effriter un tout petit peu si on ne prend pas en compte ces problématiques. Et c'est à ça qu'il faut que nous nous engagions. Donc il faut 2 choses. Il faut que, c'est ce que nous avons essayé de faire avec François Bonneau hier matin, à l'échelle des régions, il faut que nous essayions d'arracher la reconnaissance d'une compétence avérée. C'est-à-dire que l'État nous lâche les baskets, que l'État nous dise « voilà l'objectif, voilà le sens
que porte la République. Et ça, c'est la légitimité de l'État. On est en République. L'école est au cœur de la République. L'école fixe des objectifs. Mais elle ne cherche pas à faire toute seule à travers tout un jeu de circulaires, etc. Qu'on nous évalue. Moi, je réclame qu'on nous évalue, qu'on nous critique, mais qu'on ait la compétence pour pouvoir fonctionner en fonction des enjeux réels. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Alors les jeunes, la première des choses, c'est que dans 2 ans, alors je ne sais pas si ce sera ce conseil régional qui sera encore là, parce que évidemment vous êtes là pour 2 ans au conseil régional des jeunes, mais en tout cas on transmettra cette mémoire. Qu'est-ce que nous aurons fait pour répondre à vos questions? Et transmettez vos questions à vos successeurs. Et la direction qui s'en occupe, je m'y engage personnellement, que quelqu'un redise, bon voilà, il y a 2 ans, on vous a posé cette question. Moi, je n'avais pas pu avoir accès aux informations dont j'avais besoin, moi, de milieu rural, moi, de milieu urbain, pour entamer mes études de droit, pour m'épanouir, alors que ma famille m'avait mis dans la tête telle ou telle idée, et j'ai eu besoin de m'en libérer, et j'ai dû le faire toute seule. Ou tout seul, c'est toute seule parce que c'était une fille qui a dit ça. Qu'est-ce que nous aurons fait pour ça? Voilà, je fais comme si la revendication que nous avons portée hier matin avait abouti à un acte de décentralisation. Vous voyez, je rêve. Mais même si ça n'a pas abouti à un véritable axe de décentralisation, je pense qu'on a assez de liberté avec le recteur d'académie, avec le directeur régional de l'emploi, enfin bref, avec le préfet, avec tout ce qu'on veut, on a assez de liberté pour s'emparer de ce type de problème. Il y en a assez que les jeunes se sentent seuls et qu'on proclame des valeurs et qu'on ne se donne pas les moyens d'y accéder. Et ça ne remet nullement en cause le travail des uns, des unes et des autres ici dans la salle. Quand je critique, je l'ai déjà dit hier, mais quand il m'arrive de critiquer la manière dont fonctionnent les CIO, je parle du fonctionnement du CIO. Je ne parle pas du travail qui est fait. Et je pourrais prendre d'autres exemples. Nous avons un problème crucial dans notre pays, devant lequel c'est aujourd'hui que les choses se déclenchent. Nous avons un problème démographique. Dans notre pays, ce n'est pas un problème spécifiquement français, d'ailleurs ça atteint la France avec un peu de retard. Nous avons un problème de démographie. Des dizaines de milliers d'élèves en moins dans nos écoles primaires. Demain, dans nos collèges. Après-demain, dans nos lycées. Si nous ne prenons pas en main cette difficulté, et là, encore une fois, je sais de quoi je parle. Au niveau national, ces problèmes seront traités sur le plan démographique. Plus ou moins. Selon que la majorité sera à droite ou sera à gauche, on mettra un peu plus de moins ou un peu plus de plus. Vous voyez, je vous laisse choisir le sens que vous voulez. Mais il n'empêche que les problèmes seront traités par l'État au niveau simple de la règle 3. L'encadrement, c'est le nombre d'élèves face à un professeur. Et on fait une division. Et on trouve le nombre de postes nécessaires. Il n'y a rien à faire. Et c'est logique. Il le faut aussi. Nous, ce que nous voulons, c'est que nous conservions de la valeur sur les territoires. Il faut que nous pensions nos lycées comme de véritables maisons de l'instruction, bien sûr, étendues à l'enseignement supérieur de proximité. Olivier Bouba-Olga, hier, je n'ai pas pu assister à sa conférence, mais je sais ce qu'il a dû vous dire, a montré, c'est la deuxième fois que je le dis, je ne perds pas la mémoire, mais la proximité avec un centre d'enseignement supérieur est indispensable pour déclencher l'orientation vers l'enseignement supérieur. Autrement dit, que chaque fois qu'on met un BTS sur un territoire, on actionne la pompe.
Moi, je veux qu'il y ait des BTS dans les lycées qui perdent des élèves. Je me bats avec ça. Et bien sûr, je n'ai pas la compétence, c'est le recteur qui a, ou la rectrice qui a la compétence sur les moyens. Mais je me bats parce que j'estime que l'avenir de nos petits établissements, il est lié à cette proximité d'enseignement supérieur. Tout le monde nous dit, y compris le recteur hier matin, qu'il y a un déficit entre résultats au baccalauréat et poursuite d'études dans notre région. Ben moi, je propose une solution. Deuxièmement, il faut que l'orientation soit au cœur des lycées. Au cœur des lycées. Cette solitude face à Parcoursup. Alors bien sûr, quand vous dites qu'il vous a fallu 6 mois d'attente, et vous ne critiquez pas la personne, vous critiquez l'organisation qui fait que la personne n'a pas pu vous répondre. Il faut que l'orientation, elle soit au cœur du lycée. Donc il faut que ces lycées deviennent... Alors, ne me demandez pas les modalités. Ici, je vous parle d'idées et d'engagement de la région. Il faut que nos lycées deviennent des maisons de l'instruction et de l'orientation sur notre territoire. Toute une politique que nous avons enclenchée ici autour des campus, des métiers et des qualifications que nous avons appelés CMQ, Territoire et Talent de Nouvelle-Aquitaine, ils sont pilotés par tous les acteurs du territoire. Il y a une association de gouvernance à leur tête, avec des employeurs, avec des parents qui sont aussi parfois d'ailleurs des employeurs, les institutions, évidemment l'éducation nationale, évidemment la région, mais le pilotage, la présidence est assurée par quelqu'un du territoire qui porte une compétence. Nous sommes des serviteurs, et ça n'est pas parce qu'on a le pouvoir administratif qu'on doit avoir le pouvoir sur toutes les structures, et surtout pas le pouvoir d'imagination et de création, d'où cette idée-là. Alors, chers amis, je recommence à faire un discours et je vous prie de vraiment m'en excuser. Je suis vraiment désolé. Mais tout de même, cette approche par la question territoriale que j'évoque ici, mais toutes celles et ceux qui viennent d'un milieu rural doivent se sentir concernés par mon discours. Voilà, il faut que nous travaillions véritablement dans ce sens. Je vais terminer en étant affreusement adéquationniste. Ça va finir par être pour moi un compliment quand on m'accusera d'adéquationnisme. Parce qu'après le discours que j'ai fait, vous avez bien compris qu'il y aurait contresens à le prendre au premier degré. Moi, je suis un éducateur dans l'âme, et tellement persuadé que le rôle d'éducation doit se partager. Il y a les parents, il y a l'institution scolaire qui a un rôle crucial en République, mais partout, mais en République en particulier, l'égalité de tous et toutes, l'égalité en droit, je vous rappelle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je pourrais vous la citer, mais tout le monde l'a en tête, c'est l'égalité en droit. C'est pour ça que tout le verbiage autour des... Mais vous l'avez critiqué autour, Abdi, à travers des égalités des chances que porte François Dubé, etc., notamment, il faut s'en méfier. Mais l'égalité en droit, c'est important. Mais elle suppose que nous partagions l'acte pédagogique. Donc, adéquationnisme, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que tout ce que je viens de dire ici, tout, repose sur notre capacité à assurer le développement économique sur notre territoire. Sans création de richesse, rien ne tient. Pas d'impôts, pas ou moins d'écoles, etc. Tout repose sur notre capacité à développer l'industrie, notre capacité à activer la recherche qui va pouvoir permettre de développer les startups de demain, bref, à pourvoir aujourd'hui et demain les talents, vos talents, dont ces entreprises que vous allez créer. D'ailleurs, si je suis bien informé, les jeunes sont aujourd'hui dans l'envie de créer des entreprises, de s'engager par la création. Ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons avoir en tête. Donc, travailler aux besoins. J'évoquais hier l'entreprise
du sel, hein, je ne vais pas reprendre cet exemple, mais pour moi, elle est au cœur. J'en ai plein d'autres en mémoire. Eh bien, tant pis si c'est de l'équationnisme, n'est-ce pas? Moi, je suis heureux que les entreprises soient heureuses sur notre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire en terminant. Et puis, évidemment, ce n'est pas un devoir, mais je remercie moi aussi Gabriel. Alors, vous avez évoqué la communauté d'intérêt international. Alors, ça me rappelait un souvenir. 2013, j'étais encore recteur de cette académie. Je reçois un coup de fil d'Alain Rousset. Je ne sais pas si c'est 2012 ou 2013, mais enfin, chicanons pas sur la date, les historiens trouveront la bonne référence. Alain Rousset m'appelle et me dit, monsieur le recteur, on était encore à ce niveau de distance, j'arrive du Québec. Et au Québec, ils ont un dispositif pour limiter le décrochage. D'abord, ils ne disent pas décrochage, ils disent persévérance, ce qui est quand même inverser la problématique. Depuis, nous nous le sommes appropriés dans les discours, peut-être pas complètement dans la pratique, parce qu'on continue à faire des journées de lutte contre le décrochage, etc. Et pas assez sur la persévérance. Et il m'a dit, mais pourquoi on ne montrait pas dans la région, moi je mets l'argent nécessaire, un dispositif d'accompagnement au devoir du soir, l'aide au devoir. Et il m'a dit, au Québec, alors il m'a donné des statistiques, etc., elles sont avérées, le décrochage avait été diminué en une dizaine d'années, on avait divisé par 2 le décrochage en activant la persévérance. Travailler les devoirs du soir, c'est la persévérance, n'est-ce pas? Décrochage, c'est quand on n'a pas fait ses devoirs du soir, en tout cas quand on les a loupés. Donc, voilà, donc déjà, il y avait cet appétit pour la communauté d'intérêt avec le Québec, qui deviendra évidemment international. Et nous avons mis en place ce dispositif, eh bien, je vous le donne en 1000. On fait toutes les campagnes d'information dans nos lycées, des affichettes. J'ai fait, je ne sais pas combien de dizaines de radios locales. Eh bien, on plafonne. On a un petit millier de jeunes tous les ans qui viennent vers l'aide aux devoirs gratuite, chers amis. Celles et ceux qui sont professeurs savent très bien que, y compris sur le service public, on vante les mérites d'officines d'accompagnement par des professeurs de l'éducation nationale qui sont payantes. Bien, nous proposons un système gratuit par des jeunes en master. Pourquoi par des jeunes en master? Parce que la persévérance, un jeune qui se trouve tout seul, avec des parents qui ne peuvent pas l'aider, toujours cette obsession de la justice sociale, des jeunes qui se trouvent tout seuls, eh bien s'il se trouve avec un jeune en master qui, elle-même ou lui-même, a éprouvé des difficultés, mais a accédé, malgré ces difficultés, à un niveau de reconnaissance de l'institution, Master 2, c'est pas rien. On a franchi beaucoup d'étapes. Eh bien, ça donne confiance. Donc, on aide, techniquement, en maths, en anglais, aux sciences, et en même temps, on stimule la persévérance. L'échec n'est pas l'échec. L'échec, mais c'est la nécessité de la vie. Si nous sommes ce que nous sommes, nous, c'est parce qu'on a affronté les échecs. On ne progresse jamais que par l'expression de la perfection. Ce sont nos échecs qui, tous les soirs, on se regarde dans la glace. Moi, ce soir, je vais dire, mais qu'est-ce que tu as raconté? Encore, tu as fait un discours, etc. Non, mais ce sont les échecs et nos insuffisances qui nous conduisent vers l'excellence, si on peut y arriver. Donc voilà, cette aide de devoir, chers amis, on n'arrive pas à la faire décoller. Pourquoi? Parce qu'en France, la pédagogie, c'est l'apanage, choisis mes mots, c'est l'apanage, un véritable apanage, de l'institution scolaire. Les autres, non. Eh bien, ça ne marche pas, cette affaire. Voilà, ça ne marche pas. Donc, oui, pour continuer à travailler ensemble, vous nous avez inspirés, et c'est vrai, il faut le reconnaître, dans beaucoup de domaines. Quand Gabriel a débarqué en Aquitaine,
Je ne sais pas s'il est arrivé en avion ou en bateau, mais plutôt en avion. En bateau, en plus. Donc débarquer, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et nous avons tout de suite travaillé avec lui. Et dans beaucoup de domaines, il fait partie de son association, de nos tiers de confiance qui avaient pignon sur exposition, si je puis dire, dans le forum qui était là. Et bien sûr, ces tiers de confiance qui nous aident à aller au bout de nos objectifs. Donc je le remercie en double titre. Il a passé 2 journées ici. Inutile de vous dire que c'est sordide ce que je vais dire. Mais vous l'avez fait sans aucune rétribution. Il faut le reconnaître. Hein. Je crois que c'est important. Et puis, je veux remercier... Alors, je ne vais pas nommer les personnes, parce que je vais en oublier. Mais je vais donner quelques prénoms. Abdi, Christophe, Estelle, Satya, Emmanuel. Sont ceux que j'ai sous les yeux. Donc, mais il y en a d'autres. Et franchement... toutes celles et ceux qui sont avec vous, y compris les décors, tout ceci, c'est une équipe. Et vous comprenez bien que quand les choses sont techniquement réussies, c'est que derrière, il y a quelque chose qui les anime. Il y a une âme derrière. Derrière, il y a une âme. Il y a cette volonté d'aller à la réussite, d'aller sur l'objectif. Alors, je terminerai... je termine, pardon, mais en remerciant URBS. Oui. Vraiment. Bravo URBS. C'est toujours exceptionnel, magnifique, inspirant. Ben oui, eu égard, nous avons commencé cet après-midi par un hymne à la liberté que permet notre démocratie. Eh bien, le talent des dessinateurs, le talent des journalistes qui vérifient leur information, le dessinateur qui pointe là où ça fait mal, là où ça fait rire, là où ça remet à distance, ben c'est pour ça que nous sommes là. Et nous orientons les jeunes pour qu'ils trouvent un métier, mais pour qu'ils restent sur la crête des valeurs de notre République. Voilà. Merci, Monsieur Nemrini. Et sur ce point, donc merci aux jeunes d'avoir été sur scène. Et nous voulions, bien sûr, nous avons débuté la cérémonie en soulignant et en rendant hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Et la région tenait à partager une image que j'invite la régie à partager.